Bonjour à tous, bienvenue dans le grand direct de Lumière sur la CEP. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour 3 émissions. Je vous ai dit en direct, et ça c'est la bonne nouvelle parce que vous qui nous regardez, vous pouvez nous poser vos questions directement, soit via le Facebook Live, soit via le site internet, bien sûr, Lumière sur la CEP. Aujourd'hui, on va parler de la sclérose en plaques et on va voir quelles sont toutes les petites choses que l'on peut faire pour améliorer son quotidien. Donc, je vous avais dit 3 émissions en direct. Tout à l'heure, on a pu aborder le sujet de la vie professionnelle. Ensuite, on a parlé de tous les challenges qu'on peut se lancer au quotidien. Et là, je suis avec de super intervenants. Et on va aborder ensemble la question du suivi. Comment est-ce que je peux être un acteur du suivi de ma maladie au quotidien? Quels sont tous les outils qui sont à ma disposition? Alors, la sclérose en plaques, peut-être que vous êtes justement un sépien. Peut-être que vous êtes atteint de cette maladie. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez pas encore très bien cette maladie. C'est une maladie neurodégénérative, elle touche plus de 100 000 personnes en France et donc elle va se manifester par des poussées et ensuite on va avoir des symptômes. Donc les symptômes diffèrent vraiment d'une personne à l'autre. Ça peut être par exemple des troubles au niveau de la mobilité, des troubles sensoriels, ça peut atteindre la vue ou encore on peut avoir de fortes douleurs. Il y a d'ailleurs un symptôme qu'on retrouve assez souvent, c'est la très grande fatigue qui est assez significative et qui est assez spécifique justement à la sclérose en plaques. Alors je vous parlais de nos intervenants, vous les voyez, ils sont autour de moi, ils vont nous aider justement donc à en apprendre davantage sur ce sujet. N'hésitez pas surtout pendant toute l'émission à poser les questions que vous aimeriez leur transmettre et à la fin de l'émission, on va prendre un temps justement pour ça. Alors sur ce plateau, Elisabeth Maillard, vous êtes neurologue, bonjour. Merci d'être avec nous. Cécile Donzé, qui était avec nous d'ailleurs, peut-être que vous l'avez vu sur l'émission précédente également. Vous êtes médecin de rééducation. Bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous sur notre plateau Béatrice Lefaux. Vous êtes infirmière coordinatrice au sein du réseau Alsacep. Oui, bonjour. Bonjour, vraiment une place clé au sein des réseaux. Et Saad Dinaï, vous êtes le directeur médical de chez Adcentiam. Bonjour. Bonjour. Et donc on va parler ensemble à la fin de l'émission, restez bien avec nous jusqu'à la fin, justement d'un outil digital qui s'appelle MS Copilot. Absolument. Et donc qui peut aider pour le suivi justement par rapport aux consultations. On va en parler, ne vous inquiétez pas, en détail. Et d'ailleurs, on va commencer cette émission. Je vais m'adresser à Elisabeth Maillard. On va parler justement du parcours de soins. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le parcours de soins d'un patient atteint de la CEP ? Tout à fait. C'est vrai que le parcours de soins, c'est un terme un peu technique, mais finalement, ça veut dire toutes les consultations, ce que le patient va faire, va cheminer en fait durant son parcours. Donc le plus souvent, la sclérose en plaques, vous l'avez bien dit, ça commence chez un sujet jeune, avec un symptôme qui va émerger, une baisse de vision, une fatigue importante, avec des fourmillements. Et donc, il va aller voir son médecin traitant le plus souvent. Et c'est le médecin traitant qui va débrouiller l'affaire, qui souvent va faire des examens, d'abord un examen clinique, une IRM, et qui ensuite va l'adresser au neurologue. Et donc, c'est à ce moment-là que nous, neurologues, on va rencontrer le patient. Lors d'une première consultation, il y a un temps important d'interrogatoire. On va discuter avec le patient, l'examiner et puis analyser avec précision les IRM qu'il va nous apporter. Et en fonction de tout ça, on va pouvoir poser le diagnostic de sclérose en plaques en fonction de différents critères. Il y a des critères... Le diagnostic arrive finalement après que le patient vous soit adressé. Alors le plus souvent, c'est vrai, vous avez raison de le signaler, il y a différents parcours. Ça, c'est le parcours, on va dire, standard. Après, il y a des patients qui vont directement voir le neurologue parce qu'ils passent par des urgences, parce qu'ils ont déjà des connaissances médicales, bref. Et donc, ce parcours est comme ceci. Ou alors, ils ont une baisse de vision, donc ils passent par l'ophtalmologiste et l'ophtalmologue. Et ensuite, ils sont adressés au neurologue. Mais globalement, il y a toujours une première étape avant qu'ils nous soient adressés. Et donc, on pose le diagnostic en fonction des fameux critères internationaux, diagnostics qu'on connaît. Donc ça, c'est vraiment le début du parcours de soins. Après, je pense que ce qui est très important de rappeler ici, c'est que dans tout parcours de soins d'une maladie chronique, le neurologue va prendre une place importante, le patient, mais il ne faut pas oublier le médecin généraliste. Le médecin généraliste reste la pierre angulaire du parcours parce qu'il va être là, ça va être un peu le pivot, le médecin de référence du patient. Donc c'est-à-dire qu'on continue de consulter son médecin généraliste en même temps que son neurologue?
Voilà, on va avoir le suivi neurologique articulé donc avec le neurologue, mais après, s'il y a d'autres soucis de santé, s'il y a des questions particulières, le médecin généraliste doit faire partie prenante du parcours de soins. Et évidemment, c'est aussi au neurologue de collaborer, de coopérer avec le médecin généraliste, de le tenir au courant, de l'informer. Ça fait vraiment partie de notre travail. Mais le patient va également donc continuer à suivre son médecin traitant. D'accord. Voilà. Cécile Donzé, est-ce que vous pouvez nous parler justement pourquoi est-ce qu'on parle d'un parcours pluridisciplinaire ? Alors, comme Elisabeth l'a dit, il y a plusieurs symptômes, il y a plusieurs choses, de la fatigue, des troubles urinaires, des troubles de la marche. Et donc ça nécessite le plus souvent différents acteurs, alors des médecins, des spécialistes, on a parlé de l'ophtalmo, mais aussi des paramédicaux. Donc l'infirmière, par exemple, pour certains soins particuliers, le kinésithérapeute, l'ergothérapeute. Donc on a pas mal de personnel en fait, de santé qui vont interagir autour du patient pour répondre à ces différents symptômes. Et c'est ça que ça veut dire pluridisciplinaire, plusieurs disciplines. D'accord. Et alors quel est le rôle justement du kinésithérapeute, de l'ergothérapeute, du podologue ? Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup de spécialités autour de cela. Le kinésithérapeute, je pense que tout le monde connaît ce que c'est qu'un kinésithérapeute. Donc, lui va intervenir, mais sur plusieurs champs. Évidemment, on pense tous à la marche ou aux troubles de l'équilibre. Il peut intervenir sur des douleurs spécifiques. Il existe des techniques spécifiques de kinésithérapie pour la douleur. Il va intervenir aussi sur tout ce qui est respiratoire, les difficultés respiratoires. Il va intervenir sur le réentraînement à l'effort, remettre les patients à l'effort. Donc le champ est assez large pour les kinésithérapeutes et c'est une spécialité qui se fait en ville la plupart du temps, et ce qui permet aux patients d'être suivis de façon régulière en ville. Ça peut être aussi en centre de rééducation, ça peut être dans un service de neurologie, quand vous dites en ville, mais ça vient en libéral. Ça vient donc en contradiction avec en centre de rééducation. Voilà. En centre de rééducation, vous allez y aller pour un séjour de 3 semaines, par exemple, où vous allez vraiment faire une rééducation intensive. Mais ce qui compte le plus, c'est d'avoir une rééducation régulière en ville, en libéral, en fait, à proximité de son domicile. D'accord. Et donc, quel est le rôle de la spécialiste en médecine physique et de réadaptation au sein de cette prise en charge ? Alors ça, c'est un terme compliqué, ça veut dire médecin de rééducation, c'est moi. C'est ce que vous faites. Voilà, c'est mon travail. Et fait, le rôle de la médecin de rééducation, c'est vraiment de coordonner tous ces corps de métier. J'ai parlé du kiné, de l'ergothérapeute qui sera plus, j'en ai pas parlé, mais sur la réadaptation, la prescription, enfin, le travail sur un fauteuil roulant, sur une aide technique, sur un aménagement de domicile, l'économie d'énergie pour la fatigue dont on a parlé tout à l'heure. Les podologues, évidemment, on se doute bien, c'est pour les pieds. Mais effectivement, il va y avoir l'orthophoniste, par exemple, pour des difficultés de parole, des difficultés de souffle ou des difficultés pour avaler, les troubles de déglutition. Donc, tous ces acteurs ne vont pas travailler dans leur coin tout seuls. Ils ont besoin d'une coordination. Et donc, effectivement, le médecin de rééducation est là pour orienter les prises en charge, revoir un peu certains protocoles de rééducation qui sont peut-être pas adaptés, et puis surtout travailler avec le neurologue, parce que c'est vrai que cette maladie évolue et on a besoin, on se nourrit chacun l'un de l'autre. Et effectivement, le binôme, je crois, médecin de rééducation neurologue est très important, avec aussi le médecin traitant. D'accord. Et en tant que patient, alors comment est-ce que je m'assure en quelque sorte que tous les professionnels de santé qui sont autour de moi se coordonnent vraiment ? Alors je pense que tout le monde n'a pas accès aux médecins de rééducation parce qu'on n'est pas aussi nombreux que cela. Je pense que vraiment le neurologue aujourd'hui commence à devenir un très bon médecin de rééducation à force. Et effectivement, je pense que c'est vraiment lui le coordonnateur et de dire, voilà, vous avez besoin peut-être d'un séjour en centre ou est-ce que le kiné travaille l'équilibre ? Est-ce que parce que si le kiné ne fait que faire du vélo à son patient, ça n'a aucun intérêt. Et ça, je pense que les neurologues sont tout à fait à même de s'en apercevoir. Ça arrive. Mais oui. Et donc, effectivement, de temps en temps, de reprendre un peu la main sur un protocole de rééducation. Et là, je crois que le neurologue va envoyer forcément à son correspondant, on va dire, en rééducation pour refaire un point quand la situation est un peu compliquée. Donc, en tant que patient, il ne faut pas hésiter donc, à se confier à son neurologue et lui dire « Voici ce que je fais avec mon kiné, voici ce que je fais avec mon ergothérapeute. Est-ce que vous pensez que c'est adapté ?» Tout à fait. D'accord. Alors, Béatrice Lefaux, j'aimerais qu'on parle un petit peu également de la place de l'infirmière et des réseaux qui est très importante dans l'accompagnement du patient. Déjà, l'infirmière, est-ce que vous pouvez parler justement de son rôle ?
Oui, alors je différencie un petit peu l'infirmière qui est connue pour faire les soins en service, les perfusions, les prises de sang, et les infirmières qui sont spécialisées dans la sclérose en plaques. On a besoin des deux pour les patients atteints de sclérose en plaques, et comme vous voyez, on a besoin d'un neurologue, on a besoin de plusieurs professionnels, et le rôle de ces infirmières spécialisées dans la sclérose en plaques, c'est de venir en complémentarité de la prise en charge médicale pour pouvoir discuter avec les patients des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, des questions qu'ils peuvent avoir au sujet de la maladie. Et les infirmières spécialisées dans la sclérose en plaques, vous pouvez en avoir dans les services de neurologie, vous pouvez les avoir aussi dans des réseaux sclérose en plaques dont on parlera après, et puis dans des centres de rééducation. Ce sont des infirmières qui ont suivi une formation sur la sclérose en plaques et qui voient très très régulièrement ce type de patient. Et en général, le patient est adressé à l'infirmière spécialisée CEP par le neurologue. Très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des premières consultations avec le neurologue, et pour compléter, pour redonner des informations après l'annonce du diagnostic par exemple, pour débuter des traitements ou de devoir proposer un certain nombre de prises en charge, c'est l'infirmière qui va compléter ce qui a été fait lors de la consultation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on prend vraiment un temps pour de faire un entretien avec le patient, avec son entourage. Ça peut se faire à l'hôpital, ça peut se faire à domicile dans certains cas. Et on prend vraiment le temps pour discuter avec le patient, d'apprendre à le connaître, pour comprendre quelles sont ses questions, quelles sont ses problématiques, et de proposer derrière quelque chose de personnalisé, parce que vous voyez, il y a tellement de symptômes et des problématiques qui peuvent être propres et différentes aux personnes et à la pathologie qu'on doit s'adapter. Des symptômes qui diffèrent vraiment d'une personne à l'autre. Vous diriez donc que finalement, l'infirmière, elle a un peu un rôle davantage de suivi peut-être sur tout le parcours de soins du patient. Tout à fait. Vous disiez qu'elle prend vraiment le temps. On parlait tout à l'heure de parcours de soins des patients. C'est vrai que l'infirmière est très souvent sollicitée à différents carrefours, que ce soit au début de la maladie, lors d'un événement important dans la vie du patient, une grossesse ou une question, est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants, des questions, beaucoup de questions au niveau de l'hygiène de vie sont posées au neurologue, mais également à l'infirmière qui est spécialisée, qui va justement pouvoir répondre à toutes ces questions. L'objectif aussi de l'infirmière, c'est de repérer les questions, y répondre, mais aussi de repérer les difficultés et d'adresser les patients vers les professionnels compétents. C'est-à-dire qu'elle a un rôle d'orientation avec l'accord évidemment du neurologue. D'accord. Alors on peut justement parler des réseaux, peut-être, les réseaux pour la CEP qui sont quand même très importants, qui sont assez nombreux aussi à l'échelle nationale. Quel est leur rôle, quelle est leur utilité ? Alors les réseaux, toutes les régions ne sont malheureusement pas dotées d'un réseau sclérose en plaques. Ce sont des structures de santé qui ont été créées en complémentarité des structures hospitalières et des professionnels libéraux pour pouvoir... Elles sont souvent à l'intérieur des hôpitaux ? Non, pas forcément, pas forcément. Il y en a qui sont situés au niveau des hôpitaux, mais en fait l'objectif, c'est de pouvoir répondre au niveau régional à la demande des patients et des professionnels, d'être un centre spécialisé dans la CEP, où il va y avoir un certain nombre d'actions qui vont être mises en place, soit auprès du grand public pour exprimer au grand public qu'est-ce que c'est que la sclérose en plaques, faire changer les idées reçues sur la sclérose en plaques. Il y a des actions qui sont faites auprès des professionnels de santé qui travaillent dans la CEP pour leur proposer des formations pour être toujours, je dirais, au top des dernières nouveautés, de la recherche, et qu'ils puissent avoir une prise en charge optimale de leurs patients. Et puis des actions qui sont faites auprès des patients, que ce soit d'être simplement un centre d'information, que les gens peuvent venir poser des questions, être un centre d'orientation, comme je vous disais. Donc ça a demandé à ces structures de connaître tous les professionnels qu'il y a dans leur région vers qui vont être adressés les patients. Par exemple, on parle des centres de rééducation, ils sont partie intégrante de ces réseaux, ou alors lorsqu'un patient a besoin d'un soutien psychologique, d'une orthophoniste, d'une neuropsychologue, c'est des professionnels qui font partie intégrante soit des réseaux, soit on adresse vers les partenaires qui sont formés à la sclérose en plaques. Le réseau est également porteur d'un programme souvent d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire ce sont des programmes qui permettent de former entre guillemets les patients à leur maladie,
pour qu'ils puissent avoir les connaissances, les compétences pour pouvoir être acteurs de la maladie. Il y a des choses, quand on vient d'être diagnostiqué, qu'on ne peut pas deviner. Et le rôle de ces programmes d'éducation thérapeutique, qui d'ailleurs peuvent se faire en réseau et dans des centres hospitaliers, ce sont des programmes qui permettent aux patients et leur entourage de mieux comprendre les choses et de devenir autonomes, de devenir indépendants et de savoir quoi faire en cas de problématique ou de savoir vers qui s'adresser. D'accord, donc au final, si on s'adresse à un réseau, on va trouver des professionnels de santé qui seront plus spécialisés par rapport à la CEP que si on va tout seul se dire bon, j'ai besoin par exemple d'un orthophoniste, je vais voir n'importe quel orthophoniste. Exactement, c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir avoir un centre référent. Donc si je suis un patient et que je suis atteint de la sclérose en plaques, comment est-ce que je peux savoir, où est-ce que je peux trouver des informations pour savoir vers quel réseau je dois me tourner? Alors concernant les réseaux, souvent ils ont un site internet ou une page Facebook par exemple, donc on peut regarder dans sa région. On peut demander aussi tout simplement à son neurologue parce que les réseaux et les neurologues, les médecins rééducateurs, ce sont eux qui ont créé ces réseaux. Donc ils sont tous au courant de s'il y a un réseau dans la région. Voilà. D'accord. Bon, juste en passant, je pense au site Lumière sur la CEP, par exemple, où on a la plupart des réseaux qui sont quand même listés. Alors, si on revient sur certaines étapes clés, notamment la consultation, comment se déroule généralement une consultation? Sclérose en plaques, oui, avec le neurologue déjà. C'est une consultation, voilà, c'est notre métier. On prend souvent, alors ça dépend des centres, ça dépend des plannings, mais globalement c'est une demi-heure de consultation, parfois 20 minutes. Et voilà, on va faire le point depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé. Et finalement, on voit bien que, et je pense que tout à l'heure on a dit un mot-clé, c'était le mot temps. Et c'est vrai que finalement 20 minutes, 30 minutes, ça passe très vite et on n'a pas toujours le temps de brosser tout ce qui s'est passé depuis la dernière consultation. La dernière consultation, elle date peut-être d'il y a 6 mois, peut-être d'il y a 1 an en fonction des suivis. Et voilà, et il faut raconter tout ce qui s'est passé sur le plan médical, sur le plan neurologique, les symptômes, comment ils ont évolué, est-ce qu'ils se sont améliorés, est-ce qu'il s'est passé des choses, est-ce que les traitements ont été plus ou moins bien tolérés, est-ce qu'il s'est passé une grossesse, enfin voilà, et finalement une rupture amoureuse, enfin c'est des choses qui peuvent prendre du temps. Et encore une fois, je pense que le mot qui est très important, c'est temps. C'est finalement comment arriver à discuter de tout ça dans un temps qui est relativement imparti et on est obligé de privilégier certaines choses. Et donc là, on parle d'un parcours disciplinaire donc qui inclut un nombre assez important de spécialités médicales. Est-ce que vous conseillez aux patients justement d'essayer d'aller vers un maximum, je dirais, parce que par exemple, il y a certaines personnes qui ne vont pas voir le kinésithérapeute, qui se disent « j'en ai peut-être pas besoin ». Est-ce que vous voulez pousser justement à se renseigner pour être suivi au maximum ? Oui. J'en ai déjà parlé, mais effectivement, la prise en charge, notamment en kinésithérapie, il faut qu'elle commence très tôt. Il ne faut pas attendre d'avoir une canne, d'être dans un fauteuil roulant pour penser à aller faire de la kinésithérapie. Mais je crois qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on peut faire de la prévention peut-être sur certaines choses? L'idée, c'est que dès qu'il y a une petite plainte, même si ce n'est pas flagrant, et très souvent sur des patients nouvellement diagnostiqués, effectivement, ils ont l'air d'aller très bien. Mais effectivement, ils peuvent dire l'équilibre n'est pas parfait ou je n'arrive plus à courir. Ou bien rester debout trop longtemps, ça m'occasionne des douleurs. Donc dès qu'il y a une plainte, je pense qu'il faut pas la prendre à la légère. Et puis peut-être faire des séances sur 5 semaines, mais un petit peu intensif, one shot comme on dit. Effectivement, on va faire un petit programme, on va se remettre en route et puis après on reprendra un sport par exemple. Mais je pense que c'est important de ne pas tarder et que les patients sachent que même si on n'a pas l'impression qu'on a des difficultés très importantes, on peut quand même bénéficier d'une prise en charge kiné. Parce que si on attend trop longtemps, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des défauts de marge, des difficultés, puis on va commencer à avoir mal au dos, puis avoir une tendinite et des choses comme ça qui vont venir encore aggraver la situation. On va venir compenser et du coup, donc c'est effectivement un rôle préventif. D'accord. Alors, on a bientôt fini cette partie. Ensuite, on va parler donc du suivi qui parfois peut être complexe. Surtout, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. À la fin de l'émission, nos intervenants seront ravis d'y répondre. Si vous avez des questions par rapport justement au suivi, par rapport à votre maladie, justement des professionnels de santé, peut-être si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on va justement parler du rôle également de l'ophtalmologue et du gynécologue.
Alors ça, c'était plus pour revenir sur le parcours multidisciplinaire. C'est vrai que, encore une fois, je pense que c'est au neurologue, comme on l'a dit, qui va orienter, qui va dire, bah oui, vous, il faut peut-être que vous fassiez un peu de kinésithérapie ou que vous rencontriez mon collègue qui fait de la rééducation. Après, s'il y a une plainte visuelle, je pense que c'est important aussi de continuer le suivi avec l'ophtalmo, parce que même si le plus souvent, la gêne visuelle rentre bien dans l'ordre, c'est de bons pronostics, il peut rester une toute petite gêne, un petit flou. Donc, comme disait Vous voulez Cécile, dire qu'après une poussée, par exemple, on peut avoir une perte au niveau de la vue qui est importante et qu'ensuite on récupère, c'est bien ça? Ah là, c'est ça, c'est qu'un des symptômes les plus fréquents au début de la maladie, c'est ce qu'on appelle une névrite optique. C'est une inflammation du nerf optique, donc qui est responsable d'une baisse de vision, plus ou moins importante, mais qui est de très bon pronostic, qui rentre dans l'ordre. Sauf que parfois, les patients peuvent avoir une toute petite gêne, et vous le savez comme moi, quand on est jeune maintenant, on sollicite beaucoup nos yeux, on travaille tous sur des écrans, par exemple, et que ça, vraiment au long cours, quand on travaille beaucoup sur écran, on peut être un peu plus gêné. Donc il ne faut pas hésiter, encore une fois, ça fait partie des petites choses qui ne sont pas forcément très gênantes, mais qui reviennent au quotidien. Et donc ça, il ne faut pas hésiter à en parler au neurologue qui dira peut-être que là, effectivement, au vu de votre gêne, je vais vous réorienter vers l'ophtalmo pour qu'il fasse un point neuro-ophtalmo bien complet pour voir si on peut vous aider. Encore une fois, en partant du symptôme, on oriente éventuellement. Par rapport à la gynécologue, ça c'est vrai que je pense que c'est quelque chose de très important aussi. Vous savez que la sclérose en plaques, ça touche plutôt des femmes jeunes. Donc il va y avoir l'idée de grossesse vient souvent quand même, mais c'est vrai que quand on annonce un diagnostic, la patiente ne va pas forcément y penser tout de suite parce qu'elle est un peu, elle reçoit cette nouvelle déjà, donc on n'est pas tout de suite en train d'échafauder forcément des plans familiaux. Mais malgré tout, c'est aussi notre rôle de dire, alors voilà, vous en êtes où dans votre vie privée? Est-ce que vous avez des envies de bébé, etc. Parce que derrière, il va falloir planifier la grossesse. On va parler contraception, etc., etc. Après, nous, on n'est pas gynécologue, on n'est quand même que neurologue. Donc, je pense que c'est important, malgré tout, d'avoir un suivi parallèle avec le gynécologue pour discuter effectivement de toutes ces problématiques qui restent importantes dans une vie de femme. On ne va pas les mettre de côté, bien au contraire. Donc, vous poussez finalement les patients à compléter au maximum leur suivi pluridisciplinaire. Après, il ne faut pas passer sa vie chez le docteur quand même. Il faut rester raisonnable, mais dans la mesure du raisonnable. Ouais. Oui, en tout cas, quelque chose d'adapté. Absolument. Et on parle justement là du gynécologue, de l'ophtalmologue. C'est intéressant peut-être d'avoir des ophtalmologues et des gynécologues qui sont spécialisés par rapport à la sclérose en plaques ou pas tant que ça? Alors, c'est un peu... L'ophtalmo, c'est vrai qu'il faut connaître... Enfin, c'est bien que l'ophtalmo soit en tout cas au courant qu'on parle d'une sclérose en plaques, parce que les signes peuvent être parfois, c'est des examens un peu particuliers qu'il faut faire. C'est pas forcément du tout venant, comme on fait pour les lunettes. Donc, il y a quelques petites choses à préciser. Par contre, la gynécologue, non, c'est un gynécologue habituel. Et puis, par contre, c'est au neurologue aussi d'envoyer des courriers au gynéco, d'expliquer la problématique. Voilà, la patiente a besoin d'une contraception comme ci, comme ça. Ou alors, le projet de grossesse est prévu pour temps, etc. Mais ça peut être effectivement un gynécologue tout venant, libéral ou hospitalier. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va peut-être s'intéresser maintenant à la consultation. C'est vrai que parfois, les consultations, il y a des problématiques qui sont liées à ces consultations. Elles peuvent être complexes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? C'est les différentes facettes, ce que j'expliquais tout à l'heure, de la maladie est diverse. Ça va aussi dépendre de la personnalité des patients. Ce qui est complexe, c'est que la maladie peut avoir un impact sur plein de dimensions dans la vie du patient, que ce soit sur son travail, sur la dimension psychologique, sur un impact au niveau de la famille, un impact au niveau de ses capacités physiques, visuelles. Enfin voilà, il y a tellement de facettes différentes dans cette maladie et d'impacts possibles que du coup, c'est vrai qu'il faut faire une prise en charge globale, rechercher les problématiques et les orienter vers les professionnels compétents, ou alors tout simplement permettre aux patients de gérer les problématiques. Comme on disait, les patients, ils ne peuvent pas voir leur infirmière ou leur neurologue tout le temps. Il faut aussi qu'ils apprennent à gérer la maladie au quotidien. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important au début de la maladie de bien les encadrer pour qu'ils puissent avoir les bonnes informations et savoir quand agir. Et après, c'est de leur faire comprendre que c'est lorsqu'il y a telle ou telle problématique ou difficulté qu'ils peuvent alors dans ce cas-là nous contacter. Mais c'est vrai que au quotidien, pour les patients, c'est pas toujours facile parce que des fois, il y a des symptômes, ils savent pas trop quoi en faire, ils savent pas ils veulent pas déranger le médecin. C'est pas toujours facile de le joindre non plus le médecin. On parle aussi des consultations parfois qui sont qui sont parfois espacées dans le temps, également de l'espace physique qui n'est pas forcément suffisamment grand quand on est en consultation pour faire tous les tests.
Tout à fait. Ce sont des problématiques auxquelles sont... Tout à fait. Après, les confrontés, professionnels essayent d'être le plus possible joignables via les infirmières, via les neurologues. Mais effectivement, c'est pas toujours facile de savoir quoi faire lorsque on a un symptôme et on ne sait pas s'il faut s'alerter, pas s'alerter. Voilà, ça, les patients l'expriment, cette inquiétude, je dirais. D'accord. C'est vrai qu'on a parlé là donc de tout le parcours de soins, de tous les spécialistes, de tous les professionnels de santé qui sont justement à votre disposition pour pouvoir vous accompagner au quotidien. L'autre problématique de cette émission, c'était aussi de se dire, est-ce que je peux être un acteur de mon propre suivi au quotidien? Il y a des outils qui sont mis en place. Au-delà, bien sûr, je parle des réseaux et de ces professionnels de santé. Par exemple, je pense à certaines applications. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pour le suivi, je pense qu'on aura un exemple tout à l'heure. Pour le suivi, on parlera justement de l'application MS Il existe des choses très simples. Moi, je suis médecin de rééducation, donc c'est vrai que je travaille beaucoup dans le mouvement. D'ailleurs, je bouge beaucoup. Et effectivement, mes patients ont pratiquement tous une montre connectée. Alors, je ne vais pas donner de marque, mais il y a des choses, ça va de 30 € à 200 € ou 270 €. Montre connectée, ça, c'est quelque chose très qui aide simple. Vraiment dans le suivi. Voilà. Alors ça, moi, ils ont presque tous ça. D'abord, ça leur plaît bien, ça leur fait un feedback de ce qui se passe. Et effectivement, alors on parle tout le temps des 10 000 pas. C'est quand même chaud, 10 000 pas, c'est 7 km. Donc, je l'ai fait largement. 10 000 pas, qu'est-ce que c'est? Les fameux 10 000 pas qu'on doit faire tous les jours, cher ami. Et voilà. Et c'est ce qui est recommandé pour l'Organisation mondiale de la santé. Pour être en bonne santé, il faut faire 10 000 pas par jour. D'accord. Alors ça, c'est pour quelqu'un qui est en bonne santé. Pour quelqu'un qui a une sclérose en plaques, ça dépendra un peu de son niveau. On en discute avec le neurologue ou avec... du handicap. Mais je pense que 5 000 pas, quand on a une activité normale, c'est déjà pas mal. Et après, en fonction des patients, on peut être à 1 500, 2 000. Pour certains, 200, ce sera super. Mais ça leur permet d'avoir une idée. Et dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y en a qui me disent « mais moi je marche, docteur, moi je marche ». Et finalement, non, 184 pas, non, c'est nul, je pourrais faire mieux. Donc ça leur donne envie d'aller plus loin. Ou d'autres, j'en fais quand même 1200, je m'y attendais pas. Donc je pense que c'est un côté feedback, c'est un petit côté performance. On parlait de challenge tout à l'heure. De se dire, la prochaine fois que je vous vois, docteur, je serai à 3000. Et donc voilà, ça c'est un petit moyen simple. Ça permet aussi, j'imagine, d'avoir un espèce de suivi. On peut dire sur les dernières semaines quelle a été l'évolution de j'ai marché autant, c'est vraiment un outil simple et aujourd'hui c'est assez abordable parce qu'il ne faut pas non plus que ça coûte trop cher, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être intéressant et ils ne m'ont pas attendu pour l'acheter. Certains ont aussi l'application Sommeil. Et c'est vrai que ça, c'est très important parce qu'on parle beaucoup de la fatigue, mais beaucoup de patients dorment très mal pour plein de raisons, pour des douleurs, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'ils vont se lever 3 fois pour aller faire pipi, donc effectivement, ça a posé des problèmes. Ça permet aux médecins de récupérer des données intéressantes, de se dire, vous vous levez 3 fois pour aller faire pipi, peut-être il faut mettre un traitement, ou vous avez des douleurs, je vais vous donner quelque chose. Donc c'est important aussi, et cette appli Sommeil, parfois aussi c'est l'inverse. Finalement, je dors quand même 8 heures, c'est pas mal. Donc c'est des outils simples aujourd'hui et qu'on a à disposition. Après, on a des outils plus sophistiqués. Mais je pense que ça peut être intéressant. Moi, je m'en sers beaucoup, en tout cas pour discuter. Ça permet aux patients, au moins, de se rendre compte lui-même et puis de se tester, j'imagine, un peu au quotidien pour voir l'évolution. Et de se dire, je suis capable encore de faire 1000 pas. Finalement, c'est pas mal. Donc, ils remontent dans leur estime. Ou bien, non, je suis feignant, je n'ai pas fait beaucoup. Alors, souvent, il y a l'aidant qui a aussi sa montre qui dit, finalement, je suis aussi nulle. Donc, ça fait une petite émulation, une petite dynamique. D'accord. Là, on a parlé donc du sommeil, également de l'activité physique. Est-ce qu'il y a d'autres outils peut-être pour suivre les symptômes? Je ne sais pas si tu veux en parler. Oui, c'est vrai. Il y a des applications pour essayer on trouve facilement. Oui, c'est une sorte de... on peut lister ses symptômes, peut-être les quantifier de façon subjective, si vous voulez. Et donc oui, ça c'est vrai que ça existe, ce que les patients faisaient avant en écrivant sur un petit bout de papier, mais c'est vrai que ça permet, c'est digital, donc on l'a dans la poche, dans le téléphone. C'est vrai que comme on l'a dit tout à l'heure, la consultation c'est toujours un moment un peu trop court, on trouve toujours que ça passe trop vite, donc c'est toujours bien si le patient peut préparer au préalable la consultation, lister les points, et donc c'est vrai que vous avez des applications qui sont téléchargeables facilement, où ça permet un petit peu de passer en revue tout ce dont on a envie de parler avec le neurologue à la consultation. D'accord.
Donc ça, Zina, justement, donc vous vouliez nous parler d'une application qui s'appelle MS Copilote. C'est une application qui aide justement le patient à, je dirais, à être acteur du suivi. Oui, tout à fait. Elle vient parfaitement en complément de ce que viennent de décrire Cécile et Elisabeth. Ce n'est pas un outil de prise de notes pour préparer sa consultation ou d'incitation à faire de l'activité physique. C'est un outil vraiment de mesure d'un certain nombre de symptômes et de signes qui vont permettre au patient de préparer sa consultation et de dire à son médecin, à son neurologue ou à son MPR, de dire voilà, ce mois-ci ou cette année, j'ai marché tant de kilomètres, j'ai tel score à la vision, ma cognition elle est de tel et tel niveau, etc. Donc c'est vraiment un outil de mesure, un peu comme un thermomètre ou comme un appareil, une vidéo, voilà, avec des tests actifs que le patient doit réaliser sur son téléphone et qui vont permettre au médecin de se faire une idée sur l'évolution du handicap du patient ou en tout cas l'évolution de tel ou tel symptôme. Et qu'est-ce qui est à l'origine de la création de cette application ? Ce sont les médecins et les patients qui sont à l'origine de ça. C'est une demande. Nous, on est à la Pitié-Salpêtrière, on est à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Très vite est venu le besoin exprimé par les soignants en général d'avoir des outils qui permettent d'aller... comme disait Elisabeth, une consultation c'est toujours trop court, on a beaucoup de choses à faire passer, de messages. De donner un outil pour préparer la consultation, pour avoir sur des dimensions très particulières qui sont la marche, la cognition, la dextérité du membre supérieur, enfin de la main et la vision, d'avoir des tests objectifs et à la limite qui permettent de dématérialiser cette partie-là de l'examen clinique que tu fais au service ou qu'on n'a pas le temps de faire au service. Justement. Donc on a finalement plus de temps, peut-être si on utilise cette application, de discuter avec les médecins, puisque finalement les tests sont déjà un petit peu faits en amont. Oui, moi je pense que oui, parce que le patient va arriver non pas avec une liste un peu subjective, un inventaire comme ça, il m'est arrivé tel truc. Là, c'est très objectif. Ce sont des mesures faites par des capteurs qui vont renseigner le médecin sur la photo, ou en tout cas la vidéo de la maladie sur l'année écoulée ou les 6 mois écoulés. Et je trouve ça aussi intéressant pour le patient parce qu'au-delà des outils qu'il utilise par ailleurs, qui sont excellents, de prise de notes, de prise de symptômes, etc., avec MS Copilote, il a une façon très simple de prendre en main des symptômes et une évolution de sa maladie et de pouvoir dialoguer de façon beaucoup plus mature et beaucoup plus simple avec son médecin. Et est-ce que ça ne lui permet pas aussi, en un sens, d'anticiper certaines évolutions? Je ne sais pas, est-ce que ça permet du coup de mesurer certains symptômes qui pourraient un petit peu s'aggraver et avoir le sentiment que finalement, peut-être qu'on repousse un peu trop ses limites? Oui, écoutez, alors là, je dois retomber dans la modestie qui incombe à nous sommes une start-up qui fabrique des dispositifs médicaux. Ce n'est pas notre prérogative de dire attention, vous n'allez pas bien. Là, bien entendu, la décision reste toujours entre les mains du médecin ou de l'équipe soignante. Mais en tout cas, nous, on est là pour donner les signaux d'alerte. Si, par exemple, le périmètre de marche de ton patient, il était à 1000 mètres et puis au fil des mois, il diminue, il passe à 500, 400, 300 mètres, là, c'est un vrai signal d'alarme pour le neurologue qui doit revoir un peu la stratégie, quoi. D'accord. Et donc ça, c'est déjà une application qui est disponible? Oui, tout à fait. Elle est disponible sur les stores iOS et Google Play. D'accord. Et quels sont les retours peut-être des médecins par rapport à cette application? Alors, ça permet vraiment, comme disait ça, d'avoir quelque chose de précis. Parce qu'il faut savoir que pour un patient, et même pour nous tous ici, avoir une idée de ce que c'est réellement 200 mètres, 300 mètres, 150 mètres, je fais régulièrement le test et tout le monde se trompe. Et les patients se trompent une fois sur deux sur une idée de périmètre de marche. Alors, pas quand ils vont faire 10, 20 mètres, ça, d'accord, mais entre 500 et 300 mètres, ça peut changer la donne. On se fait une idée, voilà, on se dit, tiens, quand c'est difficile, 100 mètres peuvent paraître 500 mètres. Pour un patient. Oui. Donc ils vont mettre je ne sais pas combien de temps pour faire ces 100 mètres, ils vont dire oh, j'ai marché 500 mètres, je suis mort. Donc effectivement, il faut vraiment, et avec l'application, on a quelque chose de précis. Après, on parlait tout à l'heure du temps de consultation, c'est vrai que faire un périmètre de marche, parce qu'on le fait de temps en temps, ça peut prendre du temps.
Et c'est pas le neurologue a beaucoup de choses à faire. Et effectivement, faire en plus un périmètre de marche. Moi, en consultation, j'ai la chance d'avoir du personnel, effectivement, d'avoir des kinés, d'avoir des profs de sport, d'avoir tout ça, donc, ou des étudiants. Et donc ça, il faut la place. Donc moi, je suis dans un service de rééducation, donc j'ai de la place. Mais effectivement, ça prend du temps, ça prend du personnel. Là, si la personne... Et c'est aussi une fois à un moment donné. Il suffit d'avoir mal dormi la veille, on fait mal le périmètre. Il suffit d'avoir mal à la hanche, ça va moins bien. Alors que là, on peut l'avoir une fois par mois, par exemple, pendant 6 mois. On fait une moyenne. C'est une image qui représente mieux ce qui se passe vraiment dans leur vie. Parce que souvent, ils me disent, oui, mais Madame Dancé, ici, c'est super, c'est tout plat, c'est nickel. Moi, chez moi, c'est pas comme ça. Et donc, effectivement, on est en situation écologique avec cet outil. Donc, on a des vraies valeurs. Je pense que c'est l'intérêt. L'idée, c'est pas que ce soit une application qui déshumanise un peu la relation un peu plus, parce que c'est vrai aussi qu'on pourrait dire, oh là là, encore un écran. Non, pour les patients qui veulent en profiter, c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est encore une fois complémentaire de la consultation. Ça ne remplacera jamais le docteur, ça ne remplacera pas le temps de consultation, mais ça va ajouter, ça va apporter, ça va compléter la consultation avec ce que disait Cécile, donc une photographie un peu plus réelle, un peu plus objective, parce que parfois les patients nous disent « mais docteur, si vous m'aviez vu il y a 3 mois, c'était moins bien ». Parfois même c'est d'un jour à l'autre. Alors pendant l'éducation thérapeutique, on leur explique cette fluctuation. On sait qu'il y a des jours, il y a des bons jours et des mauvais jours, des bons moments de la journée, des moins bons moments. Mais ça, c'est des petites choses que eux ils vivent au quotidien et que nous, même si on a l'habitude et qu'on sait que ça peut arriver, on ne l'objective pas forcément. C'est un peu frustrant. Donc l'avantage de ce genre de dispositif, c'est que ça nous permet effectivement de mieux comprendre et j'espère après de mieux prendre en charge les patients. Pourquoi est-ce qu'on parle de 4 tests ? Alors, ce sont 4 dimensions sur lesquelles on s'est mis d'accord avec le comité scientifique de MS Copilote, dont Elisabeth et Cécile font partie d'ailleurs. C'est tout simplement parce que ce sont les 4 éléments qui vont bouger, corrigez-moi si j'utilise des mauvais termes, qui vont bouger lorsque la maladie va bouger. En fait, si vous allez moins bien, en tout cas si la maladie progresse, il y a de fortes chances ou il y a de forts risques pour que vous marchiez moins vite, moins loin, que vous ayez plus mal, que votre niveau d'attention, de cognition, votre vitesse de réaction à des exercices augmente. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ont été soigneusement choisis par le comité scientifique et qui sont indispensables. Si on devait emporter ça sur une île déserte pour évaluer un patient qui a la CEP, on emporterait ces 4 dimensions-là. Les 3 sans la vision. La vision, c'était un bon bonus parce que c'était pas fait. On ne pouvait pas avoir d'acuité visuelle à bas contraste. Quels sont les retours des patients par rapport à l'utilisation de cette application-là ? Alors, les retours que nous avons, nous, chez Adscientiam, ce sont des retours qui sont... comment dire ? Ils ont participé à élaborer l'application avec nous. Donc, ils nous aiguillonnent, ils nous tannent tout le temps pour ajouter des nouvelles fonctionnalités. Alors, il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des patients qui ne sont pas contents parce qu'il y a telle ou telle chose qui ne leur convient pas, et c'est normal. Et on peut pas objectivement, on ne peut pas faire un outil qui va servir à tous. Et d'ailleurs, ça ne sert pas à tous. C'est vraiment fait pour les patients qui ont envie de s'impliquer dans leur maladie, qui ont envie de se servir d'un smartphone et qui ont envie de mieux dialoguer avec leur médecin. Effectivement, ce n'est pas le cas de... Donc, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont dans le déni, qui ne veulent pas utiliser ça. Et ceux qui l'utilisent, la plupart nous renvoient des feedbacks qui sont du type « Alors oui, j'aime bien » ou « Alors j'ai pas du tout aimé telle partie de l'exercice. Est-ce que vous pourriez mettre une couleur moins violente ? Ça m'a fait mal aux yeux. Est-ce que... » Il y a plein de remontées comme ça. Et la plupart des patients participent au test utilisateurs aussi. On les teste, on les filme, on les regarde se servir de l'application. Ça nous enrichit aussi au niveau expérience utilisateur. J'utilise ce mot tarte à la crème, mais c'est très important pour nous que ce soit fluide pour le patient et facile. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre un écran de plus, comme dit Elisabeth, mais vraiment d'avoir une espèce de regard bienveillant quelque part loin. Le neurologue, il n'est jamais bien loin, il est avec toi. Il te surveille sur ces 4 aspects qui sont importants. Tu vois ce que je veux dire ? Non, pas surveille, mais il t'accompagne, quoi.
Non, le neurologue ne regarde pas, évidemment. Il est pas loin. D'accord. On est bientôt donc sur la fin de cette partie. Ensuite, on va passer à la partie questions-réponses. Juste peut-être avant qu'on passe à la partie questions-réponses, est-ce que vous pouvez donner déjà, je ne sais pas, un petit conseil peut-être aux patients qui veulent être plus impliqués dans le suivi de leur maladie, qui veulent être plus acteurs? À part télécharger MS Copilote? Oui, à part télécharger MS Copilote. Merci beaucoup. Et on a les petites questions déjà. Mais... Ok. Télécharger MS Copilote pour mieux discuter avec son neurologue, pour mieux dialoguer avec son équipe soignante. D'accord, je vais demander au médecin également. Après, il y a d'autres moyens. Enfin, on parlait des symptômes. Il y a certains symptômes dont on ne va pas parler forcément, ou certains patients n'ont pas idée que ça puisse faire partie de la maladie. Ça puisse être lié à la maladie. Donc ça aussi, c'est important. Il y a cet aspect-là. Et donc, je pense par exemple à la constipation, qui est un truc super banal, mais qui peut être lié à la sclérose en plaques. Les troubles sexuels aussi peuvent être liés à la sclérose en plaques. C'est important d'expliquer ça aux patients, parce que sinon il y a de la culpabilité, il y a plein de choses qui viennent. Alors ça, c'est le côté... C'est au neurologue qu'il faut penser à dire. Je crois que le neurologue ou le médecin de rééducation ou l'infirmière, elle est très bien placée pour parler... Des professionnels qui sont spécialisés dans la sclérose en plaques. Et Essayer de trouver près de chez soi les professionnels compétents compétents vers qui on peut s'adresser, à qui on va pouvoir poser ces questions. Et aussi, attention, c'est pas parce qu'on a une sclérose en plaques qu'on ne peut pas avoir autre chose, malheureusement, ça ne protège pas. Oui. Et qu'effectivement, certains symptômes, et je pense notamment à certaines douleurs, on peut avoir une arthrose de hanche, avoir des douleurs là, et que ce ne soit pas des douleurs neurologiques liées à la sclérose en plaques. Donc il ne faut pas être aveuglé par ce diagnostic et cette étiquette sclérose en plaques. On peut aussi avoir d'autres problèmes, malheureusement, mais qui se traiteront de façon spécifique. Donc bien appréhender les symptômes et peut-être donc poser les questions sur les symptômes un peu plus intimes, on va dire, dont forcément les patients ne vont pas parler directement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup déjà à tous nos intervenants pour vos éclairages sur ce thème. Vous avez été donc nombreux à nous envoyer vos petites questions pendant le Facebook Live. Vous pouvez continuer encore un petit peu à les vous envoyer si vous le souhaitez. Première question. Merci déjà pour ces questions. Bonjour, j'ai des problèmes d'ordre sexuel à cause de la CEP. Je me suis adressée à ma neurologue. Elle n'a pas su m'indiquer de spécialiste pour m'aider. Vers qui pourrais-je me tourner? De quoi on parle quand on parle de problèmes d'ordre sexuel? Alors, c'est très important parce que la sexualité, ça fait aussi partie des symptômes de la sclérose en plaques. Et il faut tout de suite essayer de savoir quel est le problème. Alors, on est dans l'intimité, mais est-ce que c'est un manque de libido? Alors ça, c'est peut-être classique, on va penser à ça. Et à ce moment-là, on va approfondir sur le sujet. On va voir si on a besoin d'un sexologue, d'un psychologue, voilà. Ou alors, est-ce que c'est un symptôme? Si vous avez des douleurs, vous n'avez pas très envie de faire crac-crac, quoi, si je peux dire ça comme ça. Si vous avez des douleurs, si vous êtes fatigué, s'il y a des troubles urinaires, tout ça va gêner l'acte sexuel. Ou bien si vous avez une spasticité, vous avez des difficultés à bouger dans le lit. Ça peut être que ça, les troubles sexuels. Quand je dis que ça, c'est facile parce que là, on va pouvoir traiter les douleurs, on va pouvoir traiter les troubles urinaires, on va pouvoir aider les patients à trouver des positions un peu plus simples, on va dire. Et ça... Sur ces symptômes-là, le neurologue a un rôle à jouer, le rééducateur, le kiné, parfois. Et l'infirmière, alors peut-être. Et l'infirmière aussi. Je pense que l'infirmière, c'est important qu'elle soit là pour aussi. Elle est plus dans l'intimité, donc elle va pouvoir aborder peut-être plus facilement que le neurologue, qui a déjà plein de choses à faire. Et effectivement, elle va pouvoir guider vers plutôt un sexologue, plutôt un psychologue. Parfois donc en fait, un neurologue. Il faut déjà établir quel est le problème d'ordre sexuel. Et il ne faut pas avoir peur d'en parler. C'est pas grave, c'est une fonction comme une autre. Et on peut en parler. Et souvent, les patients sont contents quand on l'aborde, parce que c'est souvent le professionnel de santé qui est gêné, et les patients voudraient qu'on en parle. Et surtout les femmes. Les hommes vont en parler plus facilement que les femmes. Mais effectivement, il y a des solutions, quoi. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette personne? Donc peut-être de se tourner vers une infirmière qui fait partie d'un réseau. D'un réseau, par exemple. C'est tout à fait... Parce que là, manifestement, elle a quand même demandé à sa neurologue. Ou alors un sexologue ou un neurologue, peut-être quelqu'un qui soit même de tout à fait, médecin rééducation. Difficile de répondre parce que c'est vraiment ça dépend du lieu de vie, voilà.
Donc, D'accord. c'est vrai que selon les régions, on n'a pas les mêmes professionnels, mais il y a forcément quelqu'un qui est compétent dans cette région pour répondre à cette problématique. Une autre question que vous nous avez envoyée. Je suis en obésité. La seule réponse qu'on apporte à mes douleurs, mes fourmillements, etc., c'est de maigrir. Avez-vous d'autres conseils? C'est un peu réducteur, mais... Oui, alors effectivement, les fourmillements, c'est ça? Oui, des fourmillements et des douleurs. Alors les douleurs, c'est vrai qu'il peut y avoir, on le disait tout à l'heure, des douleurs articulaires qui ne sont pas liées à la sclérose en plaques. Ce n'est pas une maladie articulaire, mais si en particulier on a un surpoids, ça pèse sur les articulations. Donc effectivement, perdre du poids dans ce genre de situation, ça peut peut-être diminuer les douleurs articulaires. Maintenant, les fourmillements, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait de lien direct. Et pour toute douleur, théoriquement, il y a un traitement. Alors, il peut y avoir des mesures qui sont effectivement d'ordre d'hygiène de vie. Et puis, parfois, on est obligé de mettre des traitements médicamenteux. Et on a différents types de traitements à notre disposition. Donc, voilà, il peut y avoir différentes solutions. D'accord. Comment savoir s'il existe un réseau pour la CEP sur ma région? Bon moyen de taper tape réseau, juste, par sclérose en exemple, plaques et sa région et on trouvera s'il y a un réseau. Réseau sclérose en plaques, Alsace et tout de suite. Vous tomberez sur le site de notre réseau. Voilà, et on tombe sur vous, c'est ça? Non, pas sur moi, sur le réseau et les professionnels qui travaillent au réseau. D'accord. Ce pronostic est-il différent si l'on déclare une CEP tardivement? Alors, ce pronostic, de quoi on parle quand on dit Je pense que c'est le pronostic le handicap. Est-ce que le risque d'avoir un handicap qui est plus important si on développe la maladie plus tardivement? Je pense que c'est ça la question. Alors, c'est effectivement des questions qu'on nous pose en consultation. C'est pour ça que je vous disais qu'on n'a pas toujours le temps, parce que ça, c'est typiquement une question auquel le neurologue va tenter de répondre. C'est difficile de répondre en 2 minutes parce que c'est un peu compliqué. Oui. Il y a différentes choses à appréhender. Il y a effectivement, on parle souvent de l'âge de début, mais aussi de la forme de début. Il y a 2 types de formes évolutives de sclérose en plaques. Vous avez les patients qui, dans la grande majorité, vont faire des poussées, dont on parlait tout à l'heure. Et il y a un pourcentage de patients beaucoup plus faible qui, eux, ont une maladie sans poussée, avec une aggravation insidieuse du handicap. Donc c'est vrai que le risque de handicap va dépendre de l'âge, certes, mais aussi de la forme évolutive, parfois aussi des caractéristiques sur l'IRM. Ce qu'il faut, je pense, si on a le temps de le dire quand même, c'est que quand on annonce le diagnostic de sclérose en plaques, le plus souvent, l'image que les patients ont est une image très négative, assez effrayante, qui fait peur. Alors maintenant, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus. Je pense que d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ou ce que fait Lumière sur la CEP, ou d'autres médias, où on parle de façon plus positive de la sclérose en plaques. Mais c'est pas que des mots en l'air, c'est que c'est vrai, la sclérose en plaques, c'est pas une maladie qui va, dans tous les cas, se terminer par un handicap sévère. On a beaucoup plus de traitements qu'avant, on a un réseau de soins qui est beaucoup plus structuré, on fait le diagnostic beaucoup plus tôt. Donc il faut rester positif. Et c'est vrai qu'au début, c'est des questions qu'on nous pose souvent au début, et ce qu'on a un peu envie de dire, c'est que voilà, on vous donne les informations, on parle de tout ce dont on a parlé, l'éducation thérapeutique. Il faut aussi un peu laisser du temps au temps, et on refait le point au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Et en fait, les patients se rendent compte que finalement, ce qu'on leur a dit est vrai. Finalement, la maladie, elle évolue peut-être pas tant que ça. Finalement, il y a des choses qu'on peut leur proposer. Donc, il ne faut pas trop être effrayé au début, même si c'est évidemment normal, mais il faut aussi laisser un peu de temps au temps, malgré tout. D'accord. J'ai une question peut-être pour vous, Saad. Bonjour, est-ce que l'application MS Copilote a été validée cliniquement? Est-elle adaptée à tous les niveaux de handicap? Wow. Oui, alors très bonne question. L'application a été validée dans une grande étude clinique multicentrique, 11 centres experts en CEP, chez 140 patients qui avaient différentes formes de CEP et différents niveaux de handicap. Quasiment pas de handicap à un handicap assez prononcé. Et ça a été aussi comparé à les mêmes mesures chez des volontaires sains. Donc on a une base de comparaison qui est le volontaire sain, et on avait ces patients-là qui faisaient les tests digitaux. Et c'est une très belle étude à laquelle ont participé donc Elisabeth et Cécile, qui a été présentée récemment à un congrès américain de neurologie qui est en cours de publication. D'accord. Alors peut-être pour vous avez commencé à répondre tout à l'heure à une question qui était un petit peu similaire. Enfin là, c'est le contraire. Que faire quand on déclare une CEP très jeune? Alors effectivement, c'est possible aussi, c'est rare, mais la maladie peut commencer chez l'enfant vers 12, 13, 14 ans.
Alors, le plus souvent, c'est les neuropédiatres qui s'occupent de ces enfants. Donc, le centre expert est à l'hôpital Bicêtre, mais il y a des antennes un peu dans tous les services de neuropédiatrie des hôpitaux universitaires en France. Et pour les enfants, finalement, il y a aussi des infirmières spécialisées, il y a aussi l'éducation thérapeutique. Certains médicaments ont une autorisation chez l'enfant, d'autres sont en cours d'études, mais il y a tout à fait des solutions thérapeutiques qui se font accompagner aussi dans la scolarité, à l'université. On prend vraiment à cœur que leur parcours de vie ne soit pas trop entaché. D'accord. Attendez, je regarde si on n'a pas encore une petite question. On essaye, vous avez vu, de répondre pratiquement à toutes vos questions. J'en ai une ici. On ne vous a pas répondu. Je suis encore dans l'errance médicale. J'ai une tache à la moelle, perte de vision, fourmillement, parasthésie. Mon neurologue ne veut pas me traiter. Je suis obligée de voir un second neurologue. Je n'ai aucun suivi psychologique, rééducation. Y a-t-il des protocoles ou critères pour commencer un traitement de fond à la vue de tous mes signes? Bien sûr, on ne parle pas des traitements, mais qu'est-ce qu'on peut conseiller peut-être à cette personne? Effectivement. Alors, l'indication pour mettre en route un traitement de fond, c'est en fonction de l'évolution de la maladie. Donc ça dépend. On peut difficilement répondre à la question. Après, je rebondirais juste sur la remarque, elle n'a pas de suivi psychologique, cette personne. Ça, c'est vrai que c'est une difficulté qu'on peut rencontrer dans certaines régions. Et les réseaux essayent d'y répondre comme ils peuvent, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Un psychologue en ville, ça peut coûter relativement cher et c'est onéreux. Oui, c'est important d'avoir, en tout cas au début, au retour d'annonce, souvent les patients ont besoin d'avoir un suivi, pas forcément très long d'ailleurs. Parfois, c'est pas au tout début, c'est l'année d'après, enfin en fonction des événements de vie. Et ça, parfois, on est effectivement un peu en difficulté pour apporter ce. Donc, il ne faut pas hésiter à se tourner vers les réseaux qui peuvent avoir des solutions qui sont peut-être moins onéreuses que les cabinets libéraux de psychologues. Je sais pas si c'est important qu'il y ait cette relation de confiance avec le médecin. Mais il ne faut pas avoir peur, alors à prendre un second avis. Ça peut arriver qu'on ait besoin d'un deuxième avis. Et après, ce qui est important, par contre, c'est d'avoir un référent. Quelqu'un qui va vraiment nous suivre, parce que peut-être que c'est difficile de répondre à la question de cette situation. Mais je dirais qu'il faut qu'il y ait un suivi qui s'installe, voir s'il y a une évolution de la maladie, voir s'il y a nécessité à un moment de traiter. Ça va être le médecin, effectivement, qui va être à même de répondre à cette question. Mais ce qui est important, c'est de faire confiance à son neurologue et de l'avoir régulièrement, je dirais tous les 6 mois, s'il y a des doutes sur ce diagnostic. Et puis, selon l'évolution, le neurologue agira en fonction. Je crois que c'est surtout aussi une question de confiance dans les professionnels de santé qui nous suivent, qu'il faut aussi également avoir. D'accord. Allez, une dernière question pour la route. J'ai déclaré la CEP à 19 ans. J'en ai aujourd'hui 23 et avec mon compagnon, nous envisageons une grossesse. Est-ce qu'il y a un danger pour moi ou pour le bébé? Mon neurologue m'a déconseillé l'allaitement, mais c'est une expérience que j'aimerais vraiment connaître. On se retourne vers ça. C'est une question qu'on a souvent. Oui, ça fait partie des sujets qui m'intéressent beaucoup. C'est vrai, je pense qu'il faut savoir qu'on a beaucoup changé par rapport à il y a 50 ans, où par ignorance, finalement, on ne savait pas très bien. Et donc, on déconseillait la grossesse carrément en fait, aux patientes qui avaient une sclérose en plaques. Parce qu'on avait peur que ça les fatigue trop. Parce qu'on avait peur que ça les fatigue trop. On avait peur qu'elles fassent une poussée, que la maladie soit moins bien contrôlée. Maintenant, depuis 20 ans, on a beaucoup d'études scientifiques très bien menées qui nous montrent que dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de risque à avoir une grossesse quand on a la sclérose en plaques. Il y a plusieurs choses qu'il va falloir au préalable regarder quand même. Essayer de prévoir, de planifier dans la mesure du possible cette grossesse, parce que ce qui va être important, c'est le traitement au préalable. Est-ce qu'il est compatible avec une grossesse? Ça, c'est évidemment la chose la plus importante. Et après, effectivement, dans certains cas, on sait qu'il peut y avoir un risque d'avoir une poussée dans les mois qui suivent l'accouchement. Mais ce risque, il est finalement assez bien connu. On peut l'évaluer en fonction de l'activité de la maladie. Donc ça, c'est la première chose. Après, la question de l'allaitement, c'est effectivement assez particulier. Ça dépend. S'il y a des patientes qui ont besoin d'être traitées très tôt après leur accouchement, on peut difficilement les laisser allaiter. Mais même quand elles ne peuvent pas du tout allaiter, on peut quand même les laisser allaiter en salle de naissance pendant quelques heures, parfois quelques jours. Ça, c'est vraiment au cas par cas. C'est à discuter avec son neurologue. Mais c'est pareil, je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait de tabou par rapport à ça. Les femmes, elles ont envie d'avoir des enfants, c'est normal. Elles ont envie parfois de vivre l'allaitement. Et il faut moduler en fonction effectivement de leur maladie. Mais on peut trouver des solutions, on va dire. D'accord. Alors, c'est bientôt la fin de cette émission. Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut nous donner encore une question. Est-ce que vous avez peut-être un mot à rajouter sur ce sujet? Sur le sujet global du Je voulais rajouter un mot sur après la grossesse. Il y a l'accouchement, effectivement. Et j'ai suivi, moi, des grossesses de patientes en fauteuil.
Donc même si on est en fauteuil roulant, on peut faire un bébé. Ça peut très bien se passer. Alors là, en général... Oui, il faut le dire parce qu'il ne faut pas s'interdire. Ce n'est pas parce que j'ai un handicap et que je suis en fauteuil que je ne peux pas avoir des bébés. Et donc, effectivement, j'ai suivi ces 2 femmes. Ça s'est passé super. Alors, effectivement, on les suivait tous les mois avec l'ergothérapeute parce que derrière, il faut accueillir le bébé. En fauteuil, on ne le porte pas de la même façon. On a aménagé la chambre pour la maman, le bébé. Donc, ça, je pense que c'est un binôme neurologue, enfin un trinôme d'ailleurs, puisqu'il y a l'obstétricien aussi. Donc, en général, nous, on suit les grossesses comme ça un peu particulières avec les obstétriciens. Parce qu'à l'accouchement, il faut pouvoir s'installer d'une façon particulière. Et donc, on a un service qu'on appelle handicap vers la maternité, où on accueille ces patientes en fauteuil roulant, alors CEP ou pas, mais effectivement pour leur permettre et pour leur montrer. Ces mamans, elles sont très heureuses, ils vont très bien des bébés, et tout le monde est content, et ça pose pas de problème. D'accord, ça c'est bien de le dire tout de même, pour pas qu'on ait l'impression que ce soit un frein, si c'est juste des aménagements qu'il faut mettre en place, et c'est tout à fait possible parce que c'est quand même beaucoup de bonheur au final, normalement, si l'enfant est sympa. Alors, quelle contraception pouvez-vous conseiller à une personne qui est atteinte de la sclérose en plaques ? Il n'y a pas de contre-indication. La sclérose en plaques n'est pas une contre-indication pour telle ou telle méthode de contraception. Donc en fait, ça dépend si la personne a d'autres soucis de santé. Enfin voilà. Mais en tout cas, nous, on ne préconise pas tel ou tel mode de contraception. Voilà. On laisse le gynécologue prescrire ce qui convient à la patiente. D'accord, oui, j'imagine qu'après, c'est au cas par cas. Exactement. En fonction des recommandations internationales, que je ne maîtrise pas toutes complètement, mais voilà, en fonction de tout ça. Mais en tout cas, nous, on n'est pas limitant par rapport à ça. Mais par contre, on préconise quand même une contraception s'il n'y a pas de grossesse planifiée, parce que comme ça, au moins, il n'y a pas de surprise. Alors, on reçoit un petit peu les questions au compte-gouttes. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation. C'est assez incroyable, toutes ces questions que vous nous posez. Et pour le coup, il y a vraiment un vrai intérêt, une vraie plus-value. Petite question, y a-t-il des critères d'hérédité à prendre en compte lorsqu'une personne de notre famille est atteinte de la sclérose en plaques ? Alors, c'est effectivement une question qu'on nous pose souvent parce que les patients, évidemment, ça les interpelle. Parfois, dans la famille, il y a une cousine, un oncle paternel, maternel qui a la sclérose en plaques ou qui a une maladie auto-immune, autre comme la polyarthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn, qui sont des maladies auto-immunes qui ne sont pas neurologiques. Mais voilà. Donc ça arrive qu'on nous pose la question. Alors, c'est assez compliqué de répondre, mais ce n'est pas une maladie génétique dans la mesure où ce n'est pas un gène qui va être responsable de la sclérose en plaques et on n'a pas un risque sur 2, un risque sur 4 de transmettre ce gène. Après, on sait qu'il y a des familles, de façon générale, où il y a un peu plus de vulnérabilité, un peu plus de susceptibilité à avoir une maladie auto-immune, mais c'est tout. Donc c'est pour autant, on ne déconseille pas, évidemment, avoir des enfants quand on a la sclérose en plaques. Les enfants qu'on va avoir n'ont pas un risque majeur d'avoir une sclérose en plaques, par exemple. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, que faire contre la fatigue intense, outre le sport ? Là, on ne parle pas de sport. Alors la fatigue, on en a parlé aussi tout à l'heure. Il n'y a pas aujourd'hui de traitement médicamenteux efficace, il faut le dire, dans le cadre de la fatigue. Je pense que la fatigue, c'est aussi multifactoriel. Et la première question à poser, c'est est-ce que vous dormez bien ? Puisqu'il faut être très clair. Si moi j'ai des patients qui dorment 2-3 heures par nuit, ils sont fatigués, mais moi aussi, si je dors 3 heures, je suis fatiguée. Donc il y a des premières questions, est-ce qu'il y a des troubles du sommeil ? Si on a, à cause de quoi ? Et on va traiter les symptômes qui sont responsables de ces réveils. On peut avoir une apnée du sommeil aussi, on peut avoir des ronflements, comme plein d'autres, et peut-être de façon un peu plus fréquente dans la sclérose en plaques que dans la population générale. Donc le sommeil avant tout, certaines carences aussi, on peut avoir des carences un peu particulières, donc une prise de sang de base, c'est tout bête, mais une anémie. C'est le cas, voilà, oui. Une anémie peut fatiguer, et ça arrive très souvent. Et donc, il faut corriger cette anémie en général. Voilà. Donc, il y a des choses simples. Après, il y a... Donc, en fait, il faut surveiller s'il n'y a pas des facteurs prédisposants qui viennent aggraver. Si vous avez des troubles urinaires et que vous vous levez 6 fois la nuit, il faut traiter les troubles urinaires, on dormira mieux. La fatigue, c'est vraiment important. Malgré tout, il y a des patients qui ont quand même une fatigue, même s'il n'y a pas tout ça,
qui est assez importante. Il y a 2 fatigues. Il y a la fatigue à dormir, à avoir du mal, et puis il y a la fatigabilité. La fatigabilité à l'effort, qui est complètement différente, où là, on va travailler sur le sport. Je n'ai pas le droit d'en parler, mais j'en parle quand même. Voilà, ça c'est pour le... Il va falloir vous mettre au sport, pas voilà. le choix. Et après, il y a toutes les techniques d'économie d'énergie dont on a parlé aussi tout à l'heure, où on va apprendre à gérer son temps, et les patients l'ont très bien expliqué tout à l'heure en disant, voilà... Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Parce que là, pour le coup, pour ce direct, il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas présentes dans le direct. Donc, juste avant. L'idée, c'est de préparer, d'organiser sa journée en fonction de ce qu'on va faire. Et donc, on disait très bien tout à l'heure, par exemple, là, demain, j'ai une soirée, je sais que je vais rentrer tard. Ben, ce soir, je vais me coucher tôt. L'après-midi, je vais me reposer. Je vais prendre un peu de temps pour me poser. Ou bien même, de façon générale, ne pas hésiter à faire une sieste. Parler de cette petite sieste de 20 minutes qui peut être, quand je rentre du boulot, si j'ai l'occasion, ou dans mon bureau, je prends 15 minutes, je me pose. Ou on a parlé de méditation, on a parlé de choses comme ça, mais c'est se poser. Savoir se poser et oser se poser pour pouvoir faire des choses l'après-midi ou le matin. Et donc, je pense que toutes ces techniques d'économie d'énergie qui vont aussi passer parfois par des aménagements de domicile pour éviter de faire des déplacements qui ne servent à rien, et puis se faire aider dans certains cas pour des activités moins intéressantes comme le ménage par exemple ou le repassage. Voilà, si on vous peut aimez trouver bien ça. Sauf si on aime ça. Et effectivement, voilà, c'est s'organiser différemment. Et comment est-ce qu'on peut faire peut-être alors pour augmenter sa vitalité au quotidien? C'est cet ensemble Parce de que moyens. ça, Je pense que c'est pour la fatigue. ça sert à rien de prendre des vitamines C. C'était un peu ma question. Voilà, je me doutais. Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, par exemple, non, il n'y a pas vraiment d'aliments qui donnent de la vitalité. Je pense qu'au niveau de l'alimentation, il faut rester très simple et manger équilibré, et ce sont les mêmes recommandations qu'on donne à tout le monde. Mais qui sont déjà pas forcément faciles à suivre. C'est pas si compliqué, il faut juste se donner du mal. Effectivement, je sais pas, enfin voilà, il y a des choses à plutôt éviter, le soda, les frites, tout ça, voilà, sauf si ça nous fait plaisir une fois par semaine à un McDo, mais voilà, il faut quand même manger plutôt léger, boire plutôt de l'eau, même si de temps en temps un verre de vin, ça peut être intéressant. Mais voilà, il y a des règles de base, c'est de l'hygiène de vie de base, bouger, se reposer, faire des pauses. Je pense que c'est et ça assez simple. On peut s'appuyer alors du coup sur l'équipe médicale et notamment les ergothérapeutes qui sont vraiment formés à ces techniques d'économie d'énergie. C'est vraiment elles qui gèrent, en tout cas pour mon centre, c'est les ergothérapeutes qui gèrent ces techniques d'économie d'énergie en lien avec le réentraînement à l'effort. D'accord. Et donc les ergothérapeutes, ils ont également d'autres... Alors, les ergothérapeutes n'existent que dans les centres de rééducation ou dans les services de neuro. Ils n'existent pas en libéral. Ou alors, c'est pareil que les psychologues, il faut pouvoir financer. Mais c'est quand même accessible en centre. D'accord. On a une dernière petite question, je pense, qui arrive. Merci beaucoup. Alors... pouvez-vous m'en dire plus sur la sophrologie? Alors, ça, je crois que c'est aussi une question pour c'est quoi plus? Pour moi, la sophrologie, ça reste quand même un mystère. Enfin, je sais pas pour mes collègues. Déjà en quelques mots ce que c'est la sophrologie? C'est difficile à expliquer parce que les concepts sont gardés un peu secrets par les fondateurs, on va dire, par le fondateur. Il y a 2 courants de sophrologie, la sophrologie cassédienne et la sophrologie non cassédienne. Le cassédo, c'est le fondateur, qui garde ça un peu secret. C'est une formation assez longue. Et en fait, je n'arrive pas à savoir ce que c'est que la sophrologie. Je sais que mes patients en font. C'est pas scientifiquement prouvé, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas d'études sur la sophrologie. Et je ne dis pas que ça ne marche pas, mais en tout cas, ça n'a pas été étudié comme on étudie MS Copilote ou d'autres choses. Ça n'a pas été étudié, en tout cas dans la sclérose en plaques, et encore dans peu de pathologies. Ça peut aider sur certaines douleurs chroniques. Ça peut être intéressant dans la gestion du stress. Mais voilà, mais je peux pas. Pourtant, j'ai essayé de comprendre, mais on ne connaît pas le concept si on n'a pas fait la formation. Et quand on a fait la formation, on n'a pas le droit de divulguer. Donc c'est un peu compliqué. Mais je dis pas que c'est pas bien. Je suis certaine que ça aide. C'est quelque chose qui vous arrive de conseiller à vos patients, la sophrologie? C'est quand même une technique de... Effectivement,
il n'y a pas d'action sur l'évolution de la maladie. Mais par contre, c'est vrai que ce sont des techniques qui peuvent convenir à certaines personnes pour gérer le stress. D'autres, ça va être l'art, ça va être de chanter, ça va être de peindre, yoga, ça va être une activité encore. physique. Et c'est vrai que pour certains patients, les techniques de respiration qui sont liées à la sophrologie, qu'on peut aussi avoir dans le yoga, par exemple, ou dans le qigong. Enfin, il y a plein d'activités qui sont possibles. Qui, en fait, je dirais que c'est pas recommandé ou à pas recommander, c'est propre à chacun. Si ça vous fait du bien de chanter, de faire du théâtre ou de faire de la sophrologie, l'essentiel c'est d'être bien dans ses baskets et d'arriver à gérer le stress qui est supplémentaire, qui est rapporté par la maladie. Je dirais que toutes ces questions que l'on a en fait très fréquemment dans les consultations, que ce soit la grossesse, la contraception, l'hygiène de vie, c'est vraiment quelque chose qu'on a, c'est notre quotidien. Et c'est normal que les patients se posent ces questions. Souvent, en conclusion, je dirais que ce qu'on recommande aux patients, c'est d'avoir une vie la plus normale possible, que la maladie ne prenne pas toute la place dans leur vie et qu'effectivement, il y a un suivi à faire, il y a des réorganisations à faire, mais que le maître mot, c'est de vivre le plus normalement possible avec la meilleure hygiène de vie qu'on essaye tous d'avoir. Voilà, c'est vraiment s'il y a par rapport à toutes ces questions qui peuvent avoir les patients. Donc soit ils s'orientent vers les professionnels compétents, mais je dirais que c'est vraiment le maître mot, la vie la plus normale possible. Merci beaucoup, Béatrice Lefaux. Je rappelle donc que vous êtes infirmière coordinatrice au sein du réseau Alsacep. Merci beaucoup aussi, Saad Inay. Vous êtes directeur médical chez Ad-Santiam. Vous êtes venu nous parler de l'application MS Copilote qui aide justement merci, les patients à être acteurs du suivi de la maladie. Elisabeth Maillard, vous êtes neurologue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu également généreusement à toutes les questions de nos téléspectateurs. Et Dr Cécile Donzé également, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous sur 2 émissions en direct aujourd'hui. Et vous êtes médecin de rééducation. Et merci à vous surtout de nous avoir suivis au cours de ces 3 émissions en direct aujourd'hui. C'était un petit peu donc en rapport avec la journée mondiale de la sclérose en plaques. On a vu 3 thèmes. On a abordé le thème de l'insertion professionnelle, également des challenges qu'on peut se lancer au quotidien. Et puis là, le suivi de la maladie. Vous avez été nombreux. Vous nous avez surtout posé beaucoup de questions. Merci beaucoup. Je rappelle donc que cet événement a été organisé par l'ARCEP, l'UNICEP, la Compagnie des aidants et les laboratoires Roche. C'est maintenant la fin de ces émissions. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à bientôt sur Lumière sur la CEP. Au revoir.